Bonjour à tous. Je vais vous parler de la réception critique du mémorial, comment les lecteurs ont lu et apprécié le mémorial à partir de sa mise en vente en janvier 1823. Je vais aller très vite. Alors quelques mots sur le contexte là aussi. Lascaz s'installe en 1821 dans sa maison de Passy. À l'époque, c'est à l'écart de Paris. Maintenant, c'est sur la ligne 6 du métro. Et il se met à travailler à son chef-d'œuvre, le manuscrit que les Anglais viennent de lui restituer. Il fréquente peut-être pas beaucoup Bertrand, Gourgaud et Montholon, à part de manière épistolaire. Ils tiennent leur propre salon bonapartiste quand ils rentrent en France. Il continue à bien s'entendre et à échanger avec Barry Edward O'Meara. Peter Hicks nous l'a rappelé ce matin. Et il travaille à son texte, puisque le mémorial connaît, comme le montre la différence entre le manuscrit de la British Library et le texte publié en 1823, une phase de gestation, de réécriture et d'augmentation. Il participe le Mamelot Cali, qui est lui aussi revenu de Sainte-Hélène, le général Lamarque, les fils des maréchaux Ney, et le fils du maréchal Ney, et de Carnot, qui vont relire le texte, accentuer la vision libérale de l'Empire et traquer les éventuelles erreurs factuelles. Donc c'est une certaine impatience du public parce que le texte tarde à paraître durant plus d'un an, et cette attente explique l'impatience. Dans la confession d'un enfant du siècle, Musset décrit la pierre de Sainte-Hélène qui s'abat sur le monde, ce qui sous-entend que la publication du livre de Lascaz crée une forme de choc qui galvanise tous les anciens partisans de l'empereur, qui pétrifie les royalistes, qui exalte la jeunesse romantique. La réalité peut être un tout petit peu plus complexe. Alors il y a trois types de sources que l'on peut étudier, qui relèvent de trois catégories de lecteurs bien différents. D'abord, les journalistes, qui sont des lecteurs professionnels, les lecteurs éclairés, entre guillemets, les anciens proches de Napoléon, qui sont à même de relever certaines erreurs, et enfin le grand public, monsieur tout le monde, qui découvre enfin pour la première fois les détails de la vie privée du grand conquérant. Alors tout d'abord, pour commencer, voilà, les réactions de la police. Alors on aurait pu croire que la police se serait un peu agitée à la perspective de voir un livre sur l'exilé de Sainte-Hélène paraître, mais pas vraiment. Aucun exemplaire n'est visiblement saisi par la police parisienne. Il n'y a rien dans les cartons relatifs à l'administration de la librairie, du moins ceux que j'ai dépouillés. Lascaz a pris soin de ne pas mettre en cause, ou pas trop, les personnes passées au service du nouveau régime royal. Il s'agit d'un ouvrage biographique qui raconte les propos tenus par quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas vraiment de lien direct avec l'actualité politique, et donc Paris, on le voit dans les rapports de police de l'époque, est calme et s'occupe aux habituelles processions. Ça, c'est ce que les Bourbons adorent. Donc on fait des processions et, je cite, le peuple s'occupe de ses intérêts privés et de ses plaisirs. Donc il y a toujours des brûlots qui appellent à un changement de régime. Il y a quelques images naïves, quelques petits objets qui représentent l'empereur qui peuvent être saisis par la police, mais les autorités s'inquiètent davantage de la diffusion très populaire par des images, par des petites brochures, de la diffusion populaire du souvenir de l'empereur, que de l'apparition d'un livre en 8 volumes, fort long, que seul un lectorat a priori un peu cultivé et à même d'apprécier. Alors l'ouvrage est donc commercialisé librement. Donc je vous mets ici un exemple. Il est tellement commercialisé librement qu'un exemplaire est acheté pour la bibliothèque de Louis XVIII, avec une petite remarque du bibliothécaire du roi qui considère que l'ouvrage est commun mais assez exact, donc considéré comme un document historique digne d'enrichir la section de la collection de livres du roi, qui est consacrée à la Révolution et à l'Empire. Donc on voit la tolérance du pouvoir, puisque même le roi dispose d'un exemplaire, ce qui ne veut pas dire tout de même que l'on voit cette publication d'un bon œil. On est quand même un peu méfiant. Alors, dans les journaux, justement, les journaux, on parle beaucoup du mémorial quand on fait une recherche plein texte dans les journaux de l'année 1823, numérisés sur Gallica. On parle beaucoup du mémorial, mais le mémorial dont on parle, en réalité, c'est le Mémorial bordelais, qui est un journal de Bordeaux. Bordeaux, c'est pas loin de l'Espagne, et on reçoit des dépêches de l'armée de la campagne du duc d'Angoulême en Espagne. Quand on écoute les royalistes, c'est la plus grande campagne militaire de tous les temps, la campagne d'Espagne de 1823, et le Mémorial bordelais est le relais que la presse parisienne cite le plus souvent pour annoncer les victoires, le Trocadéro, etc. Alors, quand on regarde le journal de Paris, on n'a que deux brefs entrefilets sur les anecdotes du mémorial. On en parlait ce matin, des anecdotes défavorables sur ses enfants naturels, sur son mépris de la religion catholique. Et pour la presse royaliste, le mémorial revêt un caractère un petit peu scandaleux.
Par exemple, dans les Annales de la littérature et des arts, on affirme que l'auteur, je cite, Lascaz, donc s'est attaché à calomnier tout ce qu'il y a d'honorable en France, en présentant l'empereur comme un ami de la liberté. Dans les journaux plus littéraires, il y en a aussi, on ne parle pas de politique théoriquement, et le ton aussi entre les critiques et les moqueries. Par exemple, dans le journal Le Réveil, un entrefilet annonce dès février 1823 que l'ouvrage de Lascaz est si peu fiable que l'auteur doit solliciter des certificats d'authenticité à plusieurs anciens proches de Napoléon. Dans le Miroir des spectacles, également, on a deux métaphores qui sont tissée dans la recension. La première autour de l'argent, en décrivant Lascaz comme un plumitif cupide, et autour du martyr, et on critique cette assimilation précoce de Napoléon au Christ. Ensuite, dans les Lettres champenoises, autre exemple, le livre est qualifié de, je cite, « recueil indigeste de déclamations empoulées, de plaisanteries triviales rapportées en style des Halles ». Ce qui est étonnant, puisque le style de Lascaz, quand même passé à la postérité, on le trouve dans la Pléiade. Tout de même, dans la Gazette de France, l'article de Colnette, qui est le fils d'un garde du corps de Louis XVI, Colnette consacre plusieurs articles assez longs pour chaque volume publié, en regrettant d'emblée que le gouvernement anglais n'ait pas conservé ce manuscrit caché dans ses archives au lieu de le rendre à son auteur. Dans le Moniteur, la voix du gouvernement royal, on ne parle du livre que pour en pointer les erreurs factuelles, il y en a dans la première édition. Le drapeau blanc qualifie le texte de burlesque, compare Napoléon au légendaire vieux de la montagne, manière de sous-entendre peut-être que son auteur a écrit le mémorial sous l'influence du hashish. Et enfin, quelques articles vont pointer les liens avec l'actualité, un peu plus piquant peut-être, La Quotidienne, qui reprend un article du New Times, qui moque Talleyrand, qui s'est opposé à la guerre d'Espagne de 1823, alors que le mémorial pointe plutôt son implication dans celle de 1808. Ensuite, pour une frange du lectorat libéral, l'ouvrage est plutôt considéré comme touchant au sublime. Dans les tablettes universelles, par exemple, ce que vous avez à l'écran, on note que non seulement la parution du mémorial vient confirmer le basculement de l'Empire de l'actualité vers l'histoire, et l'histoire c'est moins polémique, on peut davantage en parler. On voit aussi que Napoléon, devenu un personnage historique, peut désormais être admiré par tout le monde, et que d'ailleurs le journaliste le constate, que même les royalistes peuvent admirer le mémorial. Il y a l'admiration pour l'homme, pour son destin, et certains royalistes vont effectivement voir dans ce témoignage du mémorial cette vie de conquête qui s'achève dans une triste déchéance. On ne partage peut-être pas cette interprétation, mais c'est la meilleure preuve de la légitimité des Bourbons, qui eux sont appelés à durer et à rendre la France heureuse. On a une floraison de critiques et d'éloges donc qui montrent le succès du mémorial. C'est ce que relève le journal du commerce à la fin de l'année, qui annonce dès octobre 1823 la nouvelle édition, une seconde édition, et la publication imminente d'une version abrégée. Et le succès du mémorial est tel, attention, que d'après une brochure, en janvier 1824, on annonce la mise en vente du mémorial en enfer, ce qui permet à Napoléon de le lire et de trouver que Lascaz est beaucoup trop flatteur, et Napoléon, en enfer, qualifie Lascaz de panégyriste maladroit. Alors ensuite, pour les lecteurs, donc il y a une biographie, on en a parlé hier, de Lascaz extrêmement célèbre, publiée en 1959 et qui citait un petit peu des exemples de courriers des lecteurs. Donc on y trouve des royalistes enthousiasmés d'en apprendre plus sur l'usurpateur. Donc ça montre un peu cet enthousiasme paradoxal des royalistes. Les réactions les plus faciles à retrouver, autrement, ce sont celles des anciens proches de Napoléon, des militaires, des anciens ministres, qui ont lu avidement le mémorial. Ils ont été les premiers à réagir. Et les 8 volumes de cette première édition qui paraissent au cours de l'année 1823, c'est un petit peu comme un feuilleton, ce qui donne le temps à l'auteur de recevoir des critiques sur les premiers volumes et d'amender les suivants. Par exemple, il y a des retouches, c'est ce qu'on voit ici, des retouches sur les épreuves du 7e volume dans les passages relatifs à Germaine de Staël. Et Lascaz admet qu'il a été contacté par Maret, l'ancien ministre de Napoléon, qui lui a suggéré d'apporter des modifications au traitement, aux propos tenus sur Madame de Staël. On a beaucoup d'anciens proches de l'empereur qui vont apprécier le début du texte, le début de l'exil, jusqu'au départ du Northumberland, puis trouver le reste du récit avec des conversations qui s'enchaînent, un peu trop artificielles, un peu trop mis en scène pour être pleinement crédibles. Je peux citer un exemple, par exemple, l'ex-général Landrieux, qui est cité dans le mémorial, qui est mis en cause pour une affaire qu'il avait brouillée avec Bonaparte à l'époque de la campagne d'Italie, qualifie l'ouvrage de phrases emphatiques, douloureuses et sentimentales. Autre exemple, le général Jomini, qui est furieux de se voir accusé de trahison après son passage à l'ennemi en 1813, proteste auprès de Lascaz, et apparemment Lascaz n'avait aucune envie de réagir, mais c'est Montholon qui insiste en disant qu'il ne faut peut-être pas froisser Jomini, qui est devenu quelqu'un d'assez en vue.
Autre exemple, du lecteur lambda, donc on ne saura pas grand-chose, si ce n'est quelques échos de la fascination que suscite l'ouvrage au sein de la jeunesse libérale. Je vous cite par exemple Charles Pellarin, qui est un futur fervent fourriériste, qui est étudiant en médecine à Brest en 1823. On voyait partout des allusions à l'héroïque empereur. Le mémorial de Sainte-Hélène était, par nous autres jeunes gens, pieusement dévoré, et tout ce qui rapporte Lascaz tenu pour parole d'évangile. Donc vous voyez, la fascination de Julien Sorel pour le mémorial dans Le Rouge et le Noir ne vient pas de nulle part. On peut citer Stendhal, justement, qui a plusieurs éditions du mémorial, qui la note et qui qualifie dans une de ses notes l'ouvrage de chef-d'œuvre du chambélanisme. Ce qui est un peu sévère, mais ça ne l'empêche pas de la noter et donc de s'en inspirer pour Le Rouge et le Noir. On peut en revanche citer un autre témoignage que vous avez à l'écran, dans un manuscrit, le témoignage d'Anselme de Barante, qui est un ancien auditeur au Conseil d'État, qui nous montre que le mémorial arrive donc sur les étals des libraires à un moment clé. Ça fait le lien avec ce que Chantal Prévost disait ce matin, le moment de l'effervescence autour de la publication de mémoires. Et Anselme de Barante le lit en même temps que les mémoires de Barbaroux et les mémoires de Madame Campan, la femme de chambre de Marie-Antoinette. Donc on voit cette appétence des lecteurs pour les témoignages historiques. Et Anselme de Barante trouve le livre passionnant, mais compliqué. Donc il doit s'y prendre plusieurs fois pour le lire et pour arriver à l'apprécier. Donc il aime bien les passages sur le quotidien de Napoléon à l'île d'Elbe, mais les retours en arrière, il trouve ça un petit peu trop pénible. Donc l'ouvrage pour lui est répétitif mais distrayant. Donc c'est un moyen beauf, un peu comme pour le Napoléon de Ridley Scott. Plus brillant que son frère, donc Prosper de Barante, qui est plus connu, qui avait été préfet de la Vendée sous l'Empire, va lire aussi le mémorial avec intérêt et le mémorial lui inspire une belle réflexion que je vous cite. On y voit toute cette imagination active, vaste et tyrannique qui pénètre avec une sagacité admirable dans les besoins actuels de la société et prétend la repétrir à son gré sans qu'elle s'en mêle. Il y a plus de vérité qu'on le croit généralement dans ces utopies rêvées par le despotisme. Il donnait ce but et ce prétexte à son éternel besoin d'agir. Tout cela ne me fait pas juger son gouvernement beau, ni surtout possible, mais j'admire qu'on puisse être aussi bien tyrannisé dans l'intérêt de la sottise et de l'inertie que dans celui de l'activité et de l'imagination. C'est un autre niveau que son frère, quand même. Ces remarques d'Anselme et de Prosper de Barante nous rappellent que le mémorial arrive sur les étals des libraires à un moment important, aussi parce que c'est l'époque où l'on parle beaucoup de la réforme du Conseil d'État. On craint que Louis XVIII ne remette en cause les institutions napoléoniennes, dont le Conseil d'État. Tous les conseillers d'État qui étaient là sous l'Empire s'affolent un petit peu, et ces tableaux du Conseil d'État dans le mémorial arrivent à point nommé pour expliquer l'importance de cette administration. C'est ce qu'on voit par exemple dans les mémoires du baron Fin, l'ancien secrétaire de Napoléon, qui écrit à la même époque et qui cite beaucoup Lascaz. Autre exemple ici dans les archives d'Étienne Denis Paquier, ancien préfet de police sous l'Empire, ancien ministre de Louis XVIII, qui rédige une note plutôt sévère, au contraire, qui juge l'ouvrage falsifié par Lascaz, qui aurait noyé les paroles plutôt bienveillantes de l'empereur envers ses anciens collaborateurs, dont lui d'ailleurs, sous un tombereau de critiques haineuses, de la rancune du vaincu, qui ne reflète en rien la mansuétude du grand homme qu'il avait été. Donc on retrouve ce reste d'admiration, y compris chez Paquier. Autrement, Laetitia de Witt nous en a parlé un petit peu hier, mais je fais une piqûre de rappel. Il y a donc les anciens proches de l'empereur, il y a aussi sa famille, donc la famille Bonaparte. Lascaz a beaucoup échangé avec eux depuis son retour de Sainte-Hélène en 1818, mais les échanges vont s'interrompre après la publication du mémorial, où Napoléon règle un petit peu ses comptes avec sa famille. Donc on a par exemple ici les épaves de la correspondance entre Lascaz et le cardinal Fesch. On voit que Lascaz est conscient de ce mécontentement de la famille Bonaparte, mais il se défend d'être resté scrupuleusement fidèle à la parole de l'empereur. Il va quand même accepter visiblement de supprimer ou d'un petit peu corriger le passage mélodramatique relatant la mort du vieil oncle Luciano en 1791 qui mécontentait le cardinal. Donc des petits aménagements, mais tout de même pas trop. Caroline Murat, ici dans une lettre qui est conservée à la bibliothèque Thiers, s'indigne de voir que son défunt mari est traité de roi Franconie. Elle accuse Lascaz de chercher à se venger parce qu'elle ne lui a pas donné d'argent après son retour à Sainte-Hélène. Avec les Bonaparte, on arrive toujours à des histoires d'argent au bout d'un moment. Hortense est peut-être plus modérée. Elle n'apprécie pas l'ouvrage, qui dévoile, selon elle, d'accord, les grandes conceptions du génie, mais qui fait de l'empereur un opportuniste, un ambitieux, un intrigant, qui a
œuvré plutôt pour sa propre ambition que pour l'intérêt de la France. Elle est aussi mécontente de lire des passages qui la concernent, sur la légèreté dont elle aurait fait preuve dans son mariage avec Louis Bonaparte. Alors qu'est-ce que c'est que cette légèreté? On ne sait pas trop. Et Lascaz va remplacer le mot tout de même pour ne pas la vexer. C'est une dame par étourderie. Donc elle a été étourdie, elle n'a pas été légère avec Flao. Hortense avait pensé un moment proposer à Lascaz de devenir l'enseignant de ses enfants. Donc après le mémorial, il n'en est plus question. Le mémorial, en plus, commet l'erreur Lascaz commet l'erreur de dire que Napoléon l'a forcé à épouser Louis. Là aussi, c'est un terme qui ne lui semble pas très honorable. Donc il va y avoir des petites corrections à sa demande, mais elle va quand même s'empresser, et Éric Anceau nous en parlera tout à l'heure, de faire lire le livre à son fils Louis-Napoléon, qui saura en faire usage. Donc, Jérôme Bonaparte obtient lui aussi en 1824 la suppression d'un segment de phrase qui qualifie la vie à la cour de la Westphalie de hideux libertinage. Joseph se plaint du ridicule que le grand chambellan verse sur toute la famille impériale afin de mieux rehausser Napoléon. Il s'avoue lui aussi mécontent à la lecture d'un passage particulier qui évoque la mort de Charles Bonaparte à Montpellier en 1785. Il demande, vu qu'il est aux États-Unis, il demande au général Lamarque de jouer les intercesseurs, d'aller à Passy voir Lascaz. Lascaz ne va pas faire grand-chose, des petites corrections à la marge pour satisfaire un peu tout le monde, mais Marcel Dunant l'a bien montré, il a gardé quand même l'essentiel. Alors pour refermer cette question de l'évocation des lecteurs, on peut dire ce qui s'est raconté à l'étranger, où le mémorial suscite des réactions assez fortes. Alors on va dire la presse allemande, parce que je n'arriverai pas à prononcer le nom du journal, se félicite de voir des matériaux sur la vie du défunt empereur qui peuvent servir aux historiens, mais blâme le peu de talent littéraire de Lascaz et son excessif soif d'argent. Il a tiré à la ligne. La Revue d'Édimbourg publie en mai 1823 un article dithyrambique qui adopte le point de vue de Lascaz. Napoléon est un génie. C'est peut-être cela qui a attiré l'attention de Walter Scott pour sa biographie de Napoléon publiée en 1827, qui se documente notamment beaucoup grâce au mémorial. On peut citer aussi, Laetitia de Witt l'a rappelé, le comte Dietrich Stein. Alors il y a une lettre du comte Dietrich Stein du 21 janvier 1824 qui annonce l'arrivée du mémorial à la cour de l'empereur d'Autriche et annonçant que l'ouvrage va effectivement être mis un jour ou l'autre entre les mains du duc de Reichstadt avec toutes les précautions oratoires de circonstance. En Angleterre, enfin, on sait que l'ouvrage va déplaire à Hudson Law, évidemment, qui va consulter un avocat sur la possibilité d'organiser un procès à Lascaz, et son avocat, qui s'appelle Tyndall, va lui conseiller de ne plus rien tenter en justice, on voit ça dans les documents à la BNF, et d'admettre que ses décisions en tant que gouverneur de l'île ont perdu leur caractère confidentiel. C'est de la grande histoire, et la grande histoire, il ne pourra plus, en tant qu'acteur, y toucher. Alors ensuite, donc le passage des revues, en revue des sources nous montre que l'apparition du mémorial a bien été un choc intellectuel, commercial également, ce que va dénoncer le Drapeau blanc dès juillet 1823, en critiquant tous les plumitifs qui cherchent à s'enrichir sur le dos de l'usurpateur défunt, en vendant aux masses des mensonges, des anecdotes confuses, parfois contradictoires. Donc on est en plein dans ce que disait Chantal Prévost sur les teinturiers, les nègres littéraires. Les éditeurs de Barry-Edward O'Meara rééditent son journal sous le titre de Complément du mémorial de Sainte-Hélène, parce que le mémorial est un succès et qu'on veut surfer sur la vague. On peut citer aussi quelques plagiats, par exemple une suite au mémorial de Sainte-Hélène, écrite par François-Joseph Grille, directeur de division au ministère de l'Intérieur, et Victor Donatien de Musset-Patet, qui contient de fausses dictées à Napoléon. Donc c'est évidemment le père du Musset, de la confession d'un enfant du siècle. Alors pour contrer les faussaires, les imitateurs, Lascaz prête la main à un ouvrage qui s'appelle Esprit du mémorial de Sainte-Hélène, qui est un succès d'année des meilleures citations de l'ouvrage original, qui est accessible à toutes les bourses et qu'il présente comme le mémorial de la petite propriété. Donc le mémorial pour les nuls, c'est l'imprimeur et éditeur Test qui va se charger de cette publication. Donc ça a l'air d'être un peu clandestin, en réalité c'est approuvé par l'auteur, Lascaz. En échange de son accord à cette publication très tronquée du mémorial, Test accepte de récupérer des vieux stocks de l'Atlas de Lesage, donc l'Atlas de Lascaz, pour lequel il va imprimer une nouvelle page de titre et qu'il va aller écouler dans des librairies de province ou à l'étranger en profitant de la nouvelle notoriété de l'auteur. Donc Lesage et puis entre parenthèses Lascaz, ça permet donc d'écouler des vieux stocks et l'ermite de Passy, comme on l'appelle dans les documents éditoriaux, récupère 18 000 francs, donc c'est pas trop mal, sans compter que la publication pirate de l'Esprit du mémorial de Sainte-Hélène, qui paraît à Bruxelles, en réalité est orchestrée directement par l'éditeur parisien et par Lascaz, et permet là aussi de rapporter un petit peu d'argent, sans doute. Ensuite,
je passe un petit peu vite, la parution des derniers volumes du mémorial fin 1823 relance la polémique autour de l'exécution du duc d'Enghien, dont Lascaz parle avec beaucoup de précaution à la fin de son ouvrage. Il n'a pas dit beaucoup de choses, il a un peu ciblé Talleyrand. Talleyrand publie une brochure pour se défendre, le duc de Rovigo, jugé par lui-même et par ses contemporains, qui cite le mémorial, qui cite aussi Vardenne, O'Meara. Savary va lui aussi publier une brochure pour se défendre. Donc ça apporte de l'eau au moulin des polémistes, des détracteurs de l'empereur, et ça réveille cette vieille blessure de l'exécution du duc d'Enghien en 1804, et surtout que Savary, qui espérait revenir en grâce auprès de Louis XVIII, doit même temporairement quitter Paris parce que le mémorial a réveillé cette vieille blessure. Donc quelques remous politiques malgré tout. Sur le plan littéraire, la parution est aussi une révélation. Alors je vous cite ici le dramaturge Pierre-Antoine Lebrun, qui prend des notes sur le mémorial et qui commence à rédiger un roman fantastique se déroulant aux Tuileries sous l'Empire. Et je vous invite, en sortant du colloque tout à l'heure, à vous rendre juste à l'autre bout du bâtiment, à la bibliothèque Mazarine, voir l'exposition sur ce Pierre-Antoine Lebrun. La bibliothèque Mazarine est un des partenaires de l'organisation de ce colloque, donc ils nous ont prêté quelques documents pour l'exposition dans le hall d'entrée. Allez voir leur exposition, allez voir, c'est un endroit absolument magnifique. Donc je reprends, Choc, après cette page de pub, Choc qui ouvre la voie à d'autres autobiographies, qui inspire d'autres auteurs. Ici je vous montre quelque chose issu des manuscrits possédés par Jacques Jourquin, des manuscrits du Mamelouk Ali. Mamelouk Ali fait des chronologies comparées de l'exil par Lascaz et par O'Meara pour commencer à noter ses propres observations, sa propre autobiographie sur Sainte-Hélène. Donc, le mémorial inspire justement les mémorialistes, également les historiens, qui vont le considérer comme une source. Le baron Fin, j'en ai parlé, le maréchal Suchet va le citer, le général Pellet pour ses mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne. On le retrouve cité aussi dans les esquisses historiques des principaux événements de la Révolution française, ou Duller, l'ancien conventionnel régicide, qui écrit une histoire de la Révolution française, s'en sert comme une source fiable. Ça lui permet d'enrichir ses chapitres sur le Directoire. Il admet quelques passages un peu enjolivés par Lascaz, mais pour lui, c'est une source sans aucun recul critique. Le baron Massias, qui est un ancien diplomate au service de l'Empire, publie une biographie de Napoléon construite à partir de 400 notes critiques prises sur le manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. Le mémorial, les mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, et selon lui aussi, Lascaz, désormais, est une source incontournable, mais on le voit, et c'est l'objet de ce colloque, une source qui doit être critiquée. Et je vous livre cette citation de Massias: « Lorsqu'on a précipité une nation, qu'on a dissipé sa fortune, il est un peu tard de dire qu'on a rêvé son bonheur. » En résumé, donc, dans les mois qui vont suivre la parution du mémorial, on a différents types de réactions: hostilité, enthousiasme, d'anciennes polémiques qui se réveillent, des moqueries également, et tout cela fait que le livre se vend très bien. Toute pub est bonne à prendre, même le bad buzz, comme on dit aujourd'hui. La réaction des autorités royalistes est plutôt apathique. L'ouvrage circule sans protestation, donc la charge politique sous-jacente n'a peut-être pas été bien évaluée immédiatement. L'ouvrage va plutôt être lu en pointillé, comme un réservoir de détails anecdotiques, un ouvrage forcément mensonger, parfois hagiographique, parfois on va le considérer comme une sorte de machine de guerre pour discréditer des girouettes qui ont trahi l'empereur, typiquement Talleyrand, mais dans sa préface, Lascaz affirmait que son livre était un simple témoignage, un matériau livré aux historiens, à la postérité, et effectivement beaucoup de contemporains ont cru entendre la voix de Napoléon lui-même. Personne n'imaginait, je pense, l'extraordinaire fortune critique de ce texte. Ils furent peu nombreux à comprendre que Napoléon n'avait pas fait que raconter sa vie, mais comme le dit Marcel Dunant, il avait de l'avenir dans l'esprit. Il a pu réécrire son épopée pour la postérité, créer un matériau qui servira de bréviaire au bonapartisme politique, qui annoncerait l'ascendant irrésistible des idées libérales. Il faudra attendre quelques années avec le déclin de la Restauration pour que le mémorial, qui est déjà un succès de librairie, s'impose comme effectivement un bréviaire politique, conférant à son auteur dans les dernières années de sa vie, peut-être pas amour, gloire et beauté, mais en tout cas fortune, célébrité et une incomparable aura en tant que premier et plus célèbre évangéliste de Sainte-Hélène. Donc je vous remercie, ne m'applaudissez pas tout de suite parce que, surprise, c'est moi qui vais faire la communication suivante. J'aurais dû céder la place à Bernard Chevalier, ancien directeur du musée de Malmaison et de Bois-Préau, qui est malheureusement très souffrant, qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc on lui souhaite bon rétablissement. Et comme nos deux interventions étaient liées, vu qu'on a travaillé à partir des mêmes documents, donc j'ai repris le flambeau. Je
pense fort à lui. Donc je vais vous parler de la fin de la vie de Lascaz plus rapidement, ce qui va me permettre de tenir à peu près le temps qui m'a été imparti. D'abord, les sources. La question des sources, il y aurait les archives privées et la correspondance amicale et familiale de Lascaz. Ça existe peut-être encore, on l'a vu cité par des auteurs anciens, mais ça n'est pas connu des chercheurs actuellement. Donc là, on est un peu privé d'un matériau précieux pour connaître l'existence de Lascaz. Et il y aurait éventuellement, ce serait très pratique, les archives de la police. Mais malheureusement, Lascaz n'a pas été surveillé sous la Restauration, contrairement par exemple à Bertrand, à Montholon, comme il n'était pas surveillé. On ne peut pas vous dire à quelle heure il est sorti de chez lui le 24 février 1824, c'est très embêtant. Donc on doit travailler avec des épaves, des fragments, et Lascaz attend encore son biographe. Peut-être qu'il est parmi les étudiants dans cette salle. En quelques mots tout de même, comme tous les grands écrivains, pour commencer, Lascaz a une terrible malchance, c'est qu'il survit à son chef-d'œuvre. Il doit vivre encore presque 20 ans après la publication du mémorial. Donc il se retrouve condamné à voir le mémorial commenté, critiqué. Donc c'est quand même, ça va le forcer à sortir de sa réserve, à s'exprimer, à prendre position, à corriger son travail. Donc c'est quelque chose d'harassant qui va l'occuper durant de longues années. Donc il passe ces dernières années principalement à surveiller l'exploitation du mémorial et de l'Atlas. C'est un peu son fonds de commerce, ces deux ouvrages. Il veille à entretenir son aura de prophète de la légende napoléonienne, qui aurait pu être menacée par d'autres parutions qui auraient pu avoir plus de succès, ou par la découverte dans son texte d'erreurs, d'arrangements avec la réalité. Donc on voit que Lascaz est attentif à son image, c'est un commerçant, on l'a déjà dit, et il cherche sans cesse à attirer de nouveaux lecteurs, de crainte surtout d'être dépassé. Alors, hop, ici, voilà, après la publication en 1826 de la relation du capitaine Maitland, on entre un peu dans les polémiques de l'époque. Donc c'est le marin qui avait accueilli Napoléon à bord du Bellérophon en juillet 1815, qui lui avait fait croire qu'il pourrait trouver un asile en Angleterre. Lascaz fournit des informations à un avocat qui s'appelle Félix Barthes, un jeune avocat qui rédige un ouvrage très argumenté, qui est une réfutation de Maitland, qui rappelle que Maitland a manqué à sa parole d'officier, qu'il est donc un des principaux responsables du sort peu enviable de l'empereur, qui s'est retrouvé à Sainte-Hélène au lieu de partir aux États-Unis ou d'être placé en résidence surveillée en Angleterre, et stupeur pour Lascaz. Donc après cette réfutation, Walter Scott, dans sa vie de Napoléon, ne prend pas en compte la réfutation de Barthes, et donc Maitland n'est pas assez égratigné dans la vie de Walter Scott, et Lascaz fait insérer dans les journaux, on le voit ici dans les archives de son éditeur, une protestation qui montre que selon lui, l'auteur de Robin des Bois n'est pas un admirateur fidèle de l'empereur, puisqu'il se range du côté des Anglais plutôt que du côté de Lascaz. Autre exemple de protestation, de polémique, plus confidentielle, Lascaz est forcé de retoucher un passage du mémorial, enfin plusieurs passages, on le voit dans les différentes rééditions, donc 1824, 1828, 1830, 1832, 1835, 1840, 1842 à peu près. Frédéric Manfrin nous en parlera tout à l'heure. Donc après 1830, il peut réintégrer les passages qui critique plus franchement les Bourbons, qu'il avait dû supprimer sous la Restauration. Il y a des coquilles qui sont corrigées, donc des erreurs plus typographiques. Il insère des notes explicatives, il supprime parfois des paragraphes entiers. Il cherche donc à se protéger quand il y a des plaintes, des menaces de procès. Mais il veut également améliorer le style, éviter les longueurs. La plus célèbre modification, c'est celle que vous allez à l'écran. Enfin, c'est la plus célèbre pour moi et Bernard Chevalier. Mais donc, vous allez être convaincus. C'est celle de Balouet, l'ancien trésorier de l'impératrice Joséphine, que l'empereur accuse dans le mémorial en une phrase très courte de mauvaise gestion. L'intéressé, donc Balouet, passe des années à protester. Il écrit des lettres, il publie des articles, il publie même une partie de ses livres de contes, mais le passage l'incriminant n'est retouché que dans les éditions de 1840 et 1842. Après des années de protestation, de démarche, il obtient l'appui notamment de la famille Tachère de la Pagerie, et il a beaucoup de mal à faire accepter cette correction. Et il est tellement content qu'il il fait faire ce petit volume en forme de reliquaire où il renferme toutes les pièces de son combat contre Lascaz, les lettres qu'il envoie à Lascaz, les lettres qu'il reçoit de la famille Taché de la Pagerie, des extraits remis en page des passages qui le mettent en cause. Donc c'est un reliquaire assez émouvant. En revanche, Lascaz ne change pas du tout le passage où il cite la fameuse lettre de Napoléon à Murat du 29 mars 1808, qui est présente dans le mémorial depuis la première édition de 1823.
Tous les historiens depuis Alphonse de Beauchamp dans les années 1820 considèrent que cette lettre est une fausse, que Napoléon n'a jamais pu écrire cette lettre. Elle est formellement identifiée comme un faux en 1836 par un groupe d'anciens proches de l'empereur qui se réunissent. Il y a Bignon, Menneval, l'ancien secrétaire de Napoléon, Lascaz fils qui est là aussi comme témoin, et ils sont rassemblés autour de Hagard, l'ancien homme de confiance de Murat. Il leur montre les archives de Murat, la correspondance reçue par Murat. La lettre n'y figure pas. Menneval témoigne qu'il n'a jamais noté cette lettre. Donc on met Lascaz au courant, mais Lascaz ne change rien et la polémique retombe très vite puisque l'ancien chambellan, Lascaz, était peut-être plus célèbre qu'eux, ils n'ont pas voulu aller contre lui. Donc c'est une polémique autour de cette lettre qui fait couler des torrents d'encre. Thiers finit par la considérer comme authentique. Thierry Lenz nous a dit qu'elle était fausse dans un article il y a quelques années, donc voilà, Thierry Lenz avait raison. C'est un exemple qui montre que Lascaz corrige son texte, d'accord, mais surtout pas s'il s'agit d'amputer des passages bien mélodramatiques, bien prophétiques, c'est ce qui plaît à son lectorat. Et tant pis pour ceux qui sont blessés d'être un peu égratignés, comme par exemple le général Sarrazin, qui traite Lascaz de vieux radoteur dans ses ouvrages après avoir vu la façon dont l'empereur l'a traité à Sainte-Hélène. Donc Lascaz s'occupe de son ouvrage, il le corrige. Il se lance aussi dans une carrière politique. Il est élu député de la Seine le 5 juillet 1831. Son mandat court jusqu'au 25 mai 1834. Son fils est en même temps élu député du Finistère. Et le père est dans l'opposition feutrée à Louis-Philippe. Donc, en fait, il est plutôt pour, mais il fait semblant d'être contre. Il prend position plusieurs fois en faveur de la famille impériale, mais en fait, il est très peu présent à l'Assemblée. Il est en trop mauvaise santé. Par exemple, il n'est pas là le 13 septembre 1831, le jour où l'on débat pour la première fois d'un possible retour des cendres de l'empereur. C'est son fils qui parle en son nom parce qu'il est trop malade. Alors, on n'a pas parlé de Madame Lascaz, Henriette de Kergariou, on en parle très peu. On en parle seulement pour dire qu'elle est morte. Elle meurt le 22 mars 1832 et son mari est, semble-t-il, très affligé. Et dès lors, il vit à l'écart du monde, il vit avec ses enfants dans sa petite maison de Passy, mais il n'a pas de retraite paisible. Il doit continuer à superviser des rééditions du mémorial parce qu'il a eu la mauvaise idée d'investir dans l'immobilier rue Lascaz. Il a fait construire 4 immeubles avec les droits d'auteur du mémorial et pas de chance, l'immobilier s'effondre, il est ruiné, donc il doit se remettre au travail avec sa fille qui s'appelle Marie-Louise Napoléon Offrézy, qui est alors âgée de 22 ans, qui fait office de secrétaire, qui gère les relations avec les éditeurs, qui fait paraître, elle l'aide à faire paraître en 1835 une nouvelle édition de son atlas et de nouvelles éditions du mémorial en 1836 et 1840. Donc Lascaz est en mauvaise santé, il est veuf, il est presque aveugle, il se plaint souvent dans sa correspondance de sa vie d'ermite. On a une lettre à la reine Caroline en 1836, elle est de passage à Paris, il se plaint d'être voué depuis si longtemps à une solitude profonde et l'ancienne reine de Naples refuse de le recevoir, donc elle ne lui a pas pardonné le passage du mémorial qui ciblait son mari. On retrouve quand même la signature de Lascaz sur beaucoup de lettres. On en trouve très facilement aujourd'hui sur le marché des autographes. En fait, il n'est pas si isolé que ça. On lui rend volontiers visite, il signe des lettres de recommandation. Il y en a une, par exemple, que j'ai retrouvée à la bibliothèque municipale d'Amiens pour un jeune étudiant italien qui veut étudier la médecine à Paris. Il lui signe une lettre de recommandation. Dans les épaves de sa correspondance, on voit par exemple qu'il fait des voyages. Il va en Poitou, il va peut-être en Provence. Il entretient un réseau d'amis. Lafayette lui prête des livres. Il correspond également avec Louis de Montfaucon, qui est un aristocrate provençal qui a épousé une fille de Lady Clavering. Donc les liens se maintiennent. J'en sais pas plus, mais les liens se maintiennent avec la famille Clavering. On a des lettres envoyées par des auteurs napoléoniens qui prennent bien soin de solliciter son patronage et de lui rendre hommage. Par exemple, Damascinard, qui est le futur professeur au Collège de France et futur secrétaire des commandements de l'impératrice Eugénie, qui lui envoie en 1838 un exemplaire de son livre « Napoléon, ses opinions et jugements sur les hommes et les choses », qui s'inspire beaucoup de Lascaz. Il lui adresse... Lascaz n'a pas lu l'ouvrage apparemment parce qu'il y a quelques petites piques à son sujet dans l'introduction, mais il a quand même écrit la lettre de remerciement. Donc Lascaz, on va le voir, on lui parle, il devient petit à petit une relique napoléonienne et il a presque complètement perdu la vue, presque un Homère aveugle ou peut-être un Ossian qui chante la gloire du héros tombé à Sainte-Hélène. C'est du moins ce que peuvent penser certains de ses contemporains qui viennent le voir. Ici, on a un reportage sur Lascaz dans la presse new-yorkaise en 1839. Donc c'est un vieil homme très gentil qui vit au milieu de ses souvenirs avec sur des murs des gravures représentant l'empereur, Benjamin Constant, le général Foy. Donc il vit vraiment entouré des souvenirs de l'empereur et de ses idées libérales.
Il retrouve son siège de député le 2 mars 1839. Il siège au centre-gauche, donc c'est l'opposition dynastique. Il n'est toujours pas beaucoup présent au Palais Bourbon. Il n'est pas là quand les députés approuvent le retour des cendres de l'empereur. Il ne prend pas part à l'expédition du prince de Joinville. C'est son fils qui va aller à Sainte-Hélène à sa place. Il est présent, on l'a vu hier, il est présent aux Invalides. Il est aveugle complètement. Et bon, quelqu'un l'a déjà fait hier, mais tant pis, je vais la refaire. Il aurait pu dire, comme le maréchal Moncey, après avoir vu l'empereur entrer aux Invalides, et maintenant, rentrons mourir. Il va attendre un petit peu, il va attendre jusqu'au 13 mai 1842 pour prendre congé de ce monde. Il est universellement connu et il est un petit peu oublié. Alors, il a rédigé, semble-t-il, dans ces dernières années, un texte autobiographique inédit qui est conservé dans sa famille, qu'il faudrait peut-être un jour publier, qui s'appelle « Mémorandum de mes années », pas « mémorial », attention, mais « Mémorandum ». Il a aussi suivi la réalisation de la plus belle édition de son œuvre, celle illustrée par Charlet qui paraît en mars 1842, dont Elisabeth Coe nous parlera tout à l'heure. Donc c'est 2 très gros volumes, avec dedans également les récits d'Antomarchi et d'Oméara. Donc le texte a été raccourci pour tenir en 2 volumes. Lascaz n'a peut-être pas tout contrôlé de cette publication parce qu'il était souffrant, mais elle traduit de manière frappante sa préoccupation de rester en phase avec les lecteurs. Les années 1840, c'est la mode des publications illustrées, des reliures très ornées, cartonnées. Donc il avait commencé par publier dans les années 1830 une édition en 26 petits volumes, de poche pour le grand public. La mode a changé 10 ans plus tard, on préfère les gros volumes illustrés. Il se soumet à la mode pour rester dans le coup, pour rester à la pointe de la légende napoléonienne. Et d'ailleurs, les gravures de cet ouvrage font également le lien avec les développements de la légende napoléonienne, qui se propage de plus en plus par le biais de l'iconographie, avec les grands tableaux accrochés au musée de l'histoire de France de Versailles, la gravure de luxe, l'imagerie populaire. Napoléon, c'est devenu l'iconographie, donc les ouvrages illustrés sont à la pointe de la mode éditoriale. Alors, je ne sais pas grand-chose sur la mort de Lascaz le 15 mai 1842, si ce n'est qu'elle surprit son entourage. Il était apparemment malade depuis des mois, son inventaire après décès a été perdu, ou du moins mes collègues aux Archives nationales ne l'ont pas retrouvé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, je n'ai pas pu le produire, ni le consulter, donc on n'a pas beaucoup d'informations sur sa fortune, sur sa résidence à Passy. On sait que ses funérailles ont lieu dans l'intimité la plus stricte. Il repose toujours au cimetière de Passy, vous pouvez aller lui rendre visite à l'occasion. Il n'est pas très loin de Jean Giraudoux, qui se serait inspiré, pour évoquer l'incendie de Troie dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, de la description de l'incendie de Moscou dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et guerre et poésie sont 2 sœurs, selon Giraudoux. C'est une idée que Lascaz n'aurait sans doute pas reniée, lui qui est auteur de cet ouvrage crépusculaire qui élabore toute une poétique de la gloire. Je vous remercie.